des kilos et des kilos, mais
Allez, je me lance. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce webinaire que nous avons souhaité organiser, CAF de l'Oise, en lien avec la préfecture et le conseil départemental, pour vous présenter l'aide universelle d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales, qui est une prestation, nouvelle qui est entrée en vigueur et qui a commencé d'être versée au mois de décembre 2023. On est donc dans quelque chose d'extrêmement récent, et il est donc, tout à fait temps de, vous en, faire une présentation détaillée puisque bien évidemment cette prestation concerne, et j'allais dire malheureusement, beaucoup de situations que vous avez à connaître dans vos activités, personnelles, professionnelles, et pour lesquelles il est, je pense, tout à fait souhaitable que vous soyez, parfaitement au clair, à la fois sur les contenus, sur les objectifs et sur les modalités de demande. Les violences conjugales, sont un sujet qui concerne finalement l'ensemble des milieux, que ce soit, en termes d'âge, en termes de catégories socio-professionnelles, en termes culturels également. C'est malheureusement un phénomène, courant. C'est un phénomène complexe aussi, c'est qui prend des formes extrêmement différentes. On pense souvent évidemment aux violences physiques, mais il y a également les violences psychologiques. Il peut y avoir de la violence économique, qui se traduit notamment par une mise en précarité du conjoint maltraité par le conjoint maltraitant. Ces situations, elles ne sont pas nouvelles, mais je dirais nous avons quelque part la chance qu'aujourd'hui elles bénéficient d'une forme de levée de tabou qui fait qu'elles sont, davantage, signalées, davantage remontées, même si nous sommes encore extrêmement loin, d'une, disparition complète et avant même cela, évidemment, avant même si nous sommes encore très loin d'un signalement exhaustif de tous les cas qui peuvent se présenter, sur le territoire. Il est estimé qu'en France, environ une femme sur 10 est victime de violences, au cours de sa vie, heu et je dirais de manière, extrême, tous les 3 jours environ, une femme meurt sous les coups de son partenaire. Les derniers chiffres pour 2023 ne sont pas encore complètement stabilisés, mais selon les sources, heu, on arrive autour d'une centaine de femmes qui sont mortes sous les coups de leurs compagnons et environ 12 à 13 hommes, ce qui, sous les coups de leur compagne ou de leur compagnon. Ce qui montre, l'ampleur du sujet. En 2022, c'était 244 000 actes de violence qui avaient été enregistrés par les forces de l'ordre. C'était un chiffre en hausse, par rapport à 2021, mais cette hausse, elle doit d'abord et avant tout être interprétée comme étant le fruit justement d'une meilleure capacité à la fois des services à détecter des situations et des personnes concernées à, les assumer et à prendre leurs responsabilités pour, aller dénoncer des faits qui sont évidemment inacceptables. 87 de ces victimes sont des femmes, et les mises en cause sont à 89 des hommes. Il y a une certaine forme de cohérence. En revanche, sur ces faits, seulement 1 sur 4 a donné lieu à un dépôt réel de plainte. Évidemment, ces situations, comme on le disait, sont valables sur l'ensemble du territoire. Dans la région Hauts-de-France, ce que nous pouvons signaler, c'est que nous faisons partie des régions où le numéro d'appel d'urgence, le 3919, est l'un des plus sollicités.
Et dans l'Oise, les derniers chiffres dont nous disposons font état d'environ 4 400 faits de violence déclarés au cours de l'année dernière. Donc on est sur un phénomène qui est extrêmement loin d'être marginal. Pour cela, évidemment, l'objectif commun, je dirais la politique publique qui est désormais bien installée, heu, vise à la fois à, conjuguer, répression, prévention et j'allais dire accompagnement. Le volet dont nous allons parler aujourd'hui et d'ailleurs s'inscrit pleinement dans cette logique d'accompagnement. En revanche, il ne faut pas oublier effectivement les autres, démarches qui ont été entreprises et notamment, la mise en place, du numéro, violence femmes 3919, mais aussi le développement progressif de places d'hébergement d'urgence et l'évolution de la jurisprudence, des parquets qui, prononcent parfois, certains ne jugeront pas suffisamment souvent, mais néanmoins davantage, chaque année, l'éloignement des conjoints violents et l'organisation, de, la vie de famille en sécurité, avec notamment également le développement du bracelet anti-rapprochement pour les conjoints violents. L'aide aux victimes de violences dont nous allons parler aujourd'hui, elle s'inscrit effectivement, comme je disais, dans, cette démarche, d'accompagnement et elle vise à permettre, aux victimes de bénéficier d'une, prestation immédiate, heu, j'allais dire, en une fois, heu et elle a été donc créée par, la loi du 28 février, 2023 complétée par un décret du 24 novembre dernier. On est vraiment donc je disais dans, la, très grande actualité avec donc, un processus, extrêmement, complet et efficient qui a été, mis en place. Nous aurons le plaisir évidemment de vous détailler l'ensemble au cours de ce webinaire. Je voulais quand même juste, pour terminer mon introduction, vous donner quelques chiffres pour dire que cette aide est dès aujourd'hui considérée comme un succès. Sur l'ensemble de la France, à la date de la fin de semaine dernière, nous étions à plus de 12 000 demandes d'ores et déjà déposées, 6 300 paiements déjà réalisés pour un montant moyen de 876 € et sur notre seul département, nous sommes un tout petit peu en dessous des 150 demandes déposées depuis le 1er décembre, donc en à peine 1 mois et demi. On le voit, le message est passé, mais il ne demande qu'à passer encore davantage et c'est pour cela que nous avons souhaité vous, présenter l'ensemble de ce dispositif au cours du webinaire d'aujourd'hui. Donc avec, un temps, on va dire en 4 parties. En tout d'abord, pour commencer, l'identification des violences conjugales et des différentes natures de violences va vous être présentée, puis ferons un temps évidemment important de détails sur, la présentation de, l'aide aux victimes et enfin, nous terminerons par, 2 présentations complémentaires, accompagnement social des victimes de violences conjugales pour, un accompagnement plus complet et qui ne soit pas effectivement que, pécuniaire et enfin nous présenterons la préfiguration du PAC Nouveau Départ qui est l'étape suivante visant à proposer un parcours complet, d'accompagnement pour les personnes appelées notamment à quitter de manière précipitée le domicile conjugal et pour lequel, la dimension financière est certes importante, mais elle ne peut pas constituer évidemment l'alpha et l'oméga de tout appui de la part de la puissance publique. Nous sommes là pour une réponse complète et c'est d'ailleurs dans ce contexte-là que, nous avons souhaité vous faire une présentation complète à plusieurs voix. Je remercie, très sincèrement, madame Grain du conseil départemental,
ainsi que madame Bronchard de, la préfecture qui nous ont rejoints aujourd'hui pour cette présentation. Sans plus tarder, je vais passer la parole à madame Grain, qui va pouvoir vous présenter les modalités d'identification des violences conjugales. Je vous souhaite une très bonne après-midi à toutes et à tous et bien évidemment, surtout, n'hésitez pas à poser des questions par écrit, de préférence. Vous aurez une réponse soit immédiate, soit la question sera portée dans, la auprès des intervenants et vous aurez dans ce cas-là une réponse orale. Merci à tous, merci à tous les organisateurs et bon après-midi. Bien, merci, monsieur le directeur. Marie-Christine Grain, donc je suis chef de service cohésion sociale au conseil départemental à la direction de l'action sociale territoriale et de l'insertion. Je vais rapidement, mais je pense que bon, nombre d'entre vous les connaissent, vous reciter les différentes formes de violences conjugales et comment on peut les identifier autant que faire se peut. Je vous remercie de votre indulgence parce que c'est la première fois que je participe à ce type de webinaire et il y a eu quelques petits problèmes techniques, ce qui fait que voilà, mais ça va aller. Donc dans les violences conjugales, vous le savez, il y a plusieurs types de violences. La première, par exemple, pas en termes d'importance, mais la première est la violence économique, hein. Lorsque le partenaire, empêche son partenaire de travailler ou de demander une allocation, lorsqu'il lui confisque l'argent de son salaire, de ses quel que soit le revenu d'ailleurs, lorsqu'il ne lui donne pas accès aux revenus, lorsqu'il prend des décisions financières qui engagent le couple sans, son consentement et lorsqu'il fait, pression sur lui, pour pouvoir, s'endetter d'une façon ou d'une autre. Vient ensuite la violence verbale, qui est, une des formes les plus, courantes, que nous pouvons rencontrer, nous partenaires de terrain, qui consiste à, intimider l'autre en l'injuriant, en l'insultant, à crier sur lui, à lui parler, fort méchamment, à le dénigrer, à le menacer. Vient ensuite la violence sexuelle, qui consiste à harceler son partenaire, de différentes façons, en l'harcelant, évidemment, physiquement, je veux dire, mais peut-être jusqu'au viol parfois, qui le manipule en vue d'une, relation sexuelle, non consentie, en pratiquant le chantage ou en effectuant, différentes menaces. La violence administrative dont quelquefois on n'a pas trop conscience et qui est pourtant, terrible et qui, met les victimes en position très délicate, qui consiste, à, ne pas lui donner accès à ses documents administratifs, l'empêcher, de différentes façons à accéder à de la formation ou de l'information et à l'empêcher d'avoir sa propre situation administrative, claire et accessible. La violence physique, qui est la plus courante et peut-être la plus facile à détecter pour, nous partenaires de terrain et encore, qui peuvent constituer en différentes choses, des bousculades, des coups, des morsures, des crachats, des brûlures telles que c'est indiqué, mais qui, globalement concernent tout contact physique avec l'intention de dominer l'autre, de lui faire de mal ou de le terroriser, surtout contre son gré, voilà, et de le malmener, quelquefois on peut le voir même, pour les collègues qui, rencontrent du qui sont en contact direct avec le public via, lorsque l'autre, attrape par le bras violemment et bouscule. Et une violence, bon, à laquelle, qu'on voit apparaître maintenant avec l'évolution des différentes technologies, qui est la violence psychologique ou la cyberviolence, qui consiste à contrôler, le but étant surtout de contrôler, en dévalorisant, en humiliant, en rabaissant, en menaçant, en surveillant les SMS et les réseaux sociaux. Toute façon, dans la présentation qui vous sera faite de cette allocation, vous pourrez voir que, au niveau numérique, tout a été très, très sécurisé par la CAF, pour permettre aux personnes aux victimes le plus tranquillement possible de faire leur démarche, et de surveiller les réseaux sociaux. Ça, quelquefois les victimes n'en sont pas obligatoirement conscientes, mais voilà, hein, il peut y avoir
des espions, des logiciels espions, etc. Je m'y connais pas beaucoup, mais malheureusement, je sais que ça existe. Donc voilà un panorama rapide des violences conjugales et de comment on pourrait mieux les identifier. On peut aussi parler de l'utilisation que les présumés auteurs des faits peuvent faire des enfants, de les menacer, de leur enlever les enfants, de lui enlever les enfants au conjoint ou au partenaire, de leur faire du mal. Et puis, lorsque s'agit de couples séparés, de harceler aussi lors de des rencontres concernant l'exécution des droits de visite, lorsqu'il s'agit de se remettre les enfants d'un conjoint à l'autre. Voilà, j'ai fait un panorama rapide. Je laisse la parole à Madame Ourad, à Madame Boileau, à qui je Bonjour à tous. Alors effectivement, je viens de récupérer mon casque. Alors nous allons entrer dans le noyau dur de cette présentation de l'aide aux victimes de violences conjugales en partant de la définition de ce qu'elle recouvre. Déjà, qu'est-ce que la VVC? Ensuite, quelles sont les conditions générales d'ouverture de droit? La détermination de la nature de l'aide, le montant, le paiement et le remboursement de l'aide remboursable, c'est-à-dire vraiment tous les détails qui président au versement de cette aide. Comment réaliser la demande? Donc, on va être vraiment très concret dans l'exposé, ainsi que tous les droits dérivés et accompagnements sociaux qui peuvent aussi découler de la prise en charge de la situation, puisqu'il s'agit d'une situation à traiter et pas seulement de la prestation légale, même si bien sûr, elle a une part très très importante dans le traitement de la situation. Alors, la VVC, c'est quoi? Alors, c'est une prestation légale qui est créée pour soutenir les victimes de violences conjugales et qui est toute récente puisqu'elle a été instaurée par la loi du 28 février 2023. Pardon. Elle est entrée en vigueur le 28 novembre dernier et elle peut prendre la forme, selon les ressources de la victime et du nombre d'enfants à charge, soit d'une aide financière remboursable, c'est-à-dire d'un prêt sans intérêt, soit d'une aide financière non remboursable, c'est-à-dire d'une subvention. Donc l'aide est soit remboursable sous forme de prêt, soit non remboursable, c'est-à-dire sous forme de subvention. Elle s'adresse à toute personne, allocataire ou non, victime de violences conjugales commises par le conjoint, mais pas seulement, par le concubin également ou le partenaire de Pacs. Et d'ailleurs, il n'y a pas de justificatif demandé pour le lien de conjugalité. Et il peut également s'agir d'une relation passée. Il n'est pas nécessaire que la victime vive ou ait vécu avec l'auteur des faits. Donc la définition des situations qui peuvent donner lieu au versement de cette prestation est relativement large. Quelles sont les conditions générales d'ouverture de droit? Alors, le demandeur peut dépendre de la CAF ou de la MSA en fonction de son régime d'appartenance, donc de son secteur d'activité. Et il peut également ne pas être affilié au moment de la demande, c'est-à-dire ne pas être encore allocataire. Voilà. Alors, il doit, pour bénéficier de l'aide, résider sur le territoire français, être français ou ressortissant de l'Union européenne ou de la Suisse, ou être de nationalité étrangère, sous réserve de détenir un titre de séjour permettant de séjourner régulièrement en France, quelle que soit la nature et la durée du titre. Il n'y a pas de liste limitative par rapport à cette justification. Et cette condition, c'est quelque chose d'assez singulier. Elle est simplement déclarative pour cette allocation. Il n'y a pas de condition d'âge et il n'est pas non plus nécessaire d'avoir un enfant à charge. Aucun justificatif ne sera demandé par rapport à la détention du titre de séjour ou de la pièce justificative afférente. Le bénéficiaire, en revanche, ça c'est une condition forcément qui est à la base de la prestation, doit être victime de violences conjugales. Et là encore, le terme conjugal est entendu au sens large. Donc, l'auteur de la violence peut être le conjoint, le concubin, le partenaire, y compris lorsqu'ils ne vivent pas ensemble ou ne vivent plus ensemble. Donc, l'ancien concubin, l'ancien conjoint ou l'ancien partenaire, y compris lorsqu'ils n'ont jamais vécu ensemble, et quelle que soit la durée de la relation. L'aide peut être versée que la victime soit en couple ou non, avec l'auteur présumé ou avec une tierce personne. Aucune condition d'isolement de la personne victime n'est également exigée. Les ressources prises en compte sont celles qui sont déclarées par le demandeur pour le mois précédant la demande, donc à M-1, ou à défaut, l'avant-dernier mois précédant la demande, M-2, si le demandeur n'a pas connaissance de ces ressources M-1.
aucun justificatif n'est attendu. On retrouve cette notion de déclaratif. La liste exhaustive des ressources à prendre en compte, qui est également présente sur le formulaire de demande, est visualisée sur la page qui est affichée. Il s'agit des revenus d'activité salariés et non salariés, des indemnités de chômage, y compris le chômage partiel, des indemnités journalières de maternité, paternité ou adoption, des autres indemnités journalières de sécurité sociale, le cas échéant, et la rémunération garantie pour les travailleurs en ESAT et les pensions de retraite. Et je vais alors passer la parole donc à Nora Ourad, qui est sous-directrice à la CAF, pour qu'elle puisse vous détailler la détermination de la nature de l'aide, le montant, le paiement et son remboursement. Alors, bonjour à tous. Avant de vous présenter justement cette partie sur la détermination de l'aide, juste une petite précision par rapport à vos questions. Si vous avez des questions, il faut les poser. Alors, tout en haut de votre écran, au-dessus du PPT, vous avez un bandeau et vous avez un petit encart Q et R, questions et réponses. Et en fait, il faut passer par ce canal pour pouvoir poser toutes vos questions. Je vous remercie. Donc, la détermination de l'aide, donc comment qu'elle est déterminée, donc il y a 3 étapes qui sont nécessaires pour déterminer cette aide. Tout d'abord, la première étape, donc la détermination de la nature de l'aide. Ensuite vient l'étape du calcul du montant. Et ensuite, il y a une application d'une minoration en pourcentage qui est donc prévue par les textes. Déjà, avant toute chose, je veux également vous préciser que cette détermination et cette minoration, elle est faite automatiquement par nos systèmes. Ce n'est pas un calcul aide par aide, mais c'est bien un système et un formulaire qui nous aide à faire ce calcul, ce qui permet de tenir les délais en termes de prise en charge de toutes les demandes. Donc, la VVC, donc, elle peut être attribuée sous 2 formes. La première, c'est une aide non remboursable, c'est-à-dire une subvention, ou l'aide peut être faite sous forme de prêt sans intérêt. Et donc, ce qui permet de déterminer s'il s'agit d'une aide non remboursable ou d'une aide remboursable, c'est le montant des ressources et le nombre d'enfants à charge qui sont pris en compte dans le calcul. Alors, vous avez un tableau qui apparaît, je ne vais pas le détailler puisqu'on vous mettra à disposition le document. Et donc, le montant, pardon, si les ressources sont inférieures au plafond que vous avez d'indiqué dans le tableau, si c'est inférieur, c'est donc une aide non remboursable qui est attribuée. Par contre, si les ressources sont supérieures au plafond indiqué dans le tableau en dessous, le montant de l'aide est une aide remboursable. Et donc, elle est calculée au regard donc, du SMIC, qui est à 1 353 € à ce jour. Ensuite, concernant le montant de l'aide, pareil, je ne vais pas détailler, il y a un certain nombre de colonnes dans le tableau. Ce qu'on peut dire, c'est que le montant de l'aide est fixé sur la base d'un montant forfaitaire qui est prédéfini. Il est donc majoré en fonction du nombre d'enfants à charge au sens de l'aide d'urgence et il est minoré en fonction du montant des ressources. Et ce que vous devez retenir essentiellement pour aujourd'hui, c'est que le montant de l'aide la plus basse, elle est donc de 243 € et le montant de l'aide la plus importante est de 1 337 € majoré. Alors, c'est pour une personne avec 3 enfants et ce montant est majoré par enfant supplémentaire. Pour que ce soit un tout petit peu plus facile de compréhension, pour aujourd'hui, on vous a préparé 2 exemples. Le premier, donc, cela concerne un couple avec 2 enfants présents au foyer. Monsieur qui dépose une demande d'AVVC, il indique avoir perçu des indemnités de chômage pour le mois de novembre d'un montant de 2 000 €. Et donc là, monsieur qui est demandeur de la VVC va bénéficier d'une aide non remboursable d'un montant de 656,38 €. Vous avez toutes les modalités de calcul que vous retrouverez dans le PPT. Le deuxième exemple, donc là, il s'agit d'une personne seule sans enfant à charge qui dépose effectivement une demande dans le cadre d'une ancienne relation.
Madame dépose donc une demande d'AVVC. Elle indique avoir perçu un salaire pour le mois de décembre de 2 500 €. Madame va donc pouvoir bénéficier d'une aide d'urgence remboursable d'un montant de 243,10 €. En ce qui concerne le paiement de l'aide, donc comme on vous l'a indiqué, cette nouvelle prestation est entrée en vigueur le 28 novembre dernier. Les premiers versements sont déjà intervenus depuis le 1er décembre. Les faits de violence et leurs justificatifs. Alors, je le répète, on le surlignera et on le soulignera, pardon, à plusieurs reprises, lors de ce webinaire. Les seuls justificatifs demandés sont les justificatifs, pardon, relatifs à la violence conjugale. Donc ces justificatifs datent de moins d'1 an pour pouvoir bénéficier de l'aide et par contre, ils peuvent être antérieurs au 28 novembre 2023, date à laquelle cette aide est entrée en vigueur. Par contre, l'aide ne peut être attribuée qu'une seule fois par période de 12 mois à compter de la date de la demande. L'aide est versée en une seule fois en intégralité dans un délai de 3 jours pour les demandeurs déjà allocataires et dans un délai de 5 jours, alors 3 jours et 5 jours ouvrés, hein, et donc 5 jours pour les demandeurs non allocataires hors délai bancaire. Et le paiement, chose aussi particulière à souligner, il peut être effectué sur le compte de l'allocataire, donc de la victime, ou d'un tiers digne de confiance. Et on demandera, il y a un accord obligatoire qui doit nous être fourni. Comment faire la demande? Donc, je vais laisser la parole à Delphine Boileau qui va vous présenter sur le CAF.fr comment réaliser cette demande. En effet, comment procède-t-on? Alors, vous avez deux situations selon que vous êtes allocataire ou non allocataire. Si vous êtes non allocataire, donc vous ne bénéficiez pas actuellement des prestations de la CAF, il conviendra d'abord de créer un compte allocataire sur le CAF.fr. Pour les allocataires, le compte est déjà actif, donc cette étape, en tout cas, elle n'a pas été effectuée. Une fois que le compte est créé, deux possibilités s'offrent aux demandeurs. Un formulaire est saisissable en ligne accessible sur le CAF.fr que vous pouvez retrouver en scannant le QR code qui s'affiche et le demandeur pourra le transmettre via le lien proposé en fin de téléprocédure. Donc c'est une procédure qui est entièrement dématérialisée et la pièce justifiant de la violence conjugale est obligatoire pour que la demande en ligne soit transmise et elle peut être aussi transmise à cette occasion de manière dématérialisée. Si vous ne souhaitez pas procéder de manière dématérialisée, bien entendu, un formulaire papier est également disponible. Il peut être retiré auprès des services de la CAF, ne serait-ce qu'à l'accueil. Alors, seules les 3 pièces mentionnées dans le décret précité de 2023 qui décline la loi sur la VVC sont valables. C'est-à-dire qu'en termes de pièces justificatives, vous pouvez joindre un dépôt de plainte ou un procès-verbal d'audition, un signalement adressé au procureur de la République au sujet des violences dont vous avez fait l'objet ou une ordonnance de protection délivrée par le juge des affaires familiales. Attention, ces pièces ont une validité d'1 an de date à compter de leur émission. C'est-à-dire que si les faits pour lesquels vous souhaitez demander la VVC remontent à plus d'1 an, en tout cas plus d'1 an au regard des pièces justificatives mentionnées, eh bien, vous ne pourrez pas en bénéficier. Donc, vous avez 1 an à partir du moment où vous êtes victime de violences et où ces violences sont attestées par l'une ou l'autre des pièces précitées pour faire cette demande à l'appui de la pièce justificative afférente. Alors, il est important de considérer que certains documents n'ont pas d'intitulé exact, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'intitulé qui recouvre très exactement les 3 dernières pièces justificatives qu'on a citées, mais ils sont considérés comme similaires. Et pour résumer, sur la colonne de gauche, sur le slide qui s'affiche, vous avez donc l'intégralité des pièces qui peuvent être jointes à une demande d'AVVC et qui sont valables. Donc, on a parlé du renouvellement de l'ordonnance de protection, un compte-rendu d'infraction initiale qui mentionne ces violences conjugales, une enquête de flagrance, le récépissé bien sûr de dépôt de plainte, l'ordonnance de protection dont on a déjà parlé, l'attestation de police ou un PV de notification d'une mesure d'interdiction de paraître. Voilà. Toutes ces pièces sont valables. En revanche, toutes les pièces je ne vais pas les détailler ici, mais elles sont bien indiquées dans le slide qui figure à droite du tableau, elles ne le sont pas, elles ne peuvent pas être présentées au soutien d'une demande recevable d'AVVC.
Alors, pour sécuriser autant que possible le parcours de demande et le traitement. Et là, pour vraiment bien se mettre dans la peau du demandeur, hein, il faut vraiment considérer la situation de violence dont il fait l'objet. Généralement, la personne qui fait la demande a quitté le domicile conjugal, elle est potentiellement aussi en situation de vulnérabilité extrême, hein, sur tous les plans, et elle ne souhaite pas que son conjoint violent ou ex-conjoint violent connaisse la démarche qu'elle est en train de faire. Et c'est pour cette raison que l'ensemble de notre système d'information s'est adapté pour permettre de répondre à cette exigence de sécurité. Le mot de passe pour accéder au compte personnel est ainsi obligatoirement réinitialisé de façon à ce que l'ex-conjoint ne puisse pas accéder en fait à l'historique de ses demandes. Les libellés dans le suivi des demandes ou des attestations de droits et de paiement ne mentionnent jamais la notion de violence conjugale et c'est à dessein. En cas de prise de rendez-vous pour ce motif, le rendez-vous n'apparaîtra d'ailleurs pas dans l'agenda du dossier du couple. Les tuteurs, personnes physiques et personnes morales, pourront également accéder au formulaire pour le compte de leur protégé et la demande d'AVVC n'arrivera pas sur le dossier du couple. Alors là, je vais expliquer un petit peu plus en détail ce que ça représente. Cela signifie que le demandeur de la VVC, le temps que sa démarche aboutisse, se voit attribuer un numéro de dossier nouveau et qui sera provisoire le temps que sa situation soit régularisée, c'est-à-dire que son changement de situation soit pleinement effectif. Alors, je reprends un exemple, hein, pour un demandeur qui est, par exemple, une maman, hein, qui est partie suite à des violences avec son enfant et qui était mariée à son conjoint violent. Alors, généralement, il y avait un compte, hein, allocataire unique pour le couple, hein, qui percevait peut-être des allocations familiales. Et donc, cette maman va se voir attribuer un nouveau numéro de dossier. Elle aura un nouveau dossier à part entière, distinct de celui qu'elle possédait avec son conjoint, son ex-conjoint, de manière à ce qu'elle puisse mener à bien sa demande d'AVVC sans que son conjoint soit au courant de ses démarches. Et ce, jusqu'à ce que sa nouvelle situation de séparation soit enregistrée auprès de la CAF. Et là, effectivement, elle aura un nouveau numéro de dossier qui sera définitif. Alors, le formulaire, donc on a voulu vraiment que vous puissiez en avoir un aperçu. Donc, il s'affiche à l'écran, hein, c'est le numéro de CERFA. Alors là, il est un petit peu petit, mais vous retrouverez, hein, ces éléments. On va mettre à disposition le PowerPoint de présentation. C'est un CERFA spécifique, hein, qui permet de demander la VVC. Alors, vous en avez 2 pages ici. Vous avez du coup les pages 3 et 4 également qui s'affichent. Et sur Internet, directement sur le caf.fr, c'est tout un parcours personnalisé et dématérialisé qui est mis en place également pour faire la demande en ligne, si vous ne voulez pas procéder par voie papier. Le parcours va permettre d'accompagner pas à pas, dès que la personne en fait se connecte au caf.fr, elle va être accompagnée pas à pas dans sa démarche. L'objectif, c'est que le parcours soit facilement identifiable depuis le caf.fr et qu'il soit, en tout cas, qu'il se présente telle une téléprocédure avec des étapes à suivre et une incitation à la prudence pour éviter justement de rompre la sécurité qui est le maître mot du parcours. Donc avec des alertes de vigilance, des gestes et réflexes de sécurité qui sont rappelés à tous les stades de la démarche. Alors, on va avoir quelques vues d'écran, hein, qui vont permettre de visualiser ce que le demandeur voit sur le caf.fr quand il veut faire la demande en ligne. Donc, vous vous connectez. Vous avez ensuite différents événements de vie, hein, qui s'affichent et vous pouvez accéder à la demande d'AVVC par 2 biais, soit grâce à l'icône vie personnelle, soit grâce à l'icône accident de vie. Elle vous fait basculer directement sur un onglet intitulé Violence, sur lequel vous cliquez. C'est une sous-rubrique, hein, qui a été créée vraiment à cet effet et qui vous permet d'accéder directement au formulaire. Voilà, tel qu'il s'affiche en fait sur le slide, hein, vous cliquez sur accéder et là vous pouvez remplir le formulaire, le CERFA qu'on a vu tout à l'heure en format papier directement en ligne. Voilà, et pareil, vous pouvez demander expressément un rendez-vous pour ce motif, hein, de demande de la VVC directement sur le caf.fr. Donc, par mesure de sécurité, lorsque vous prenez ce rendez-vous, le rendez-vous est invisible dans l'agenda, toujours avec la préoccupation que le conjoint violent ne puisse pas connaître que le fait que son ex-conjointe ou ex-conjoint qui a été victime des violences, eh bien, est en train de réaliser cette démarche.
Voilà. Nous allons maintenant examiner les droits dérivés et accompagnements sociaux, puisque la demande d'AVVC, effectivement, elle ouvre droit, selon les conditions qu'on a décrites précédemment, donc à la prestation, mais elle déclenche également tout un ensemble d'accompagnements, puisque l'objectif, c'est vraiment de pouvoir traiter à 360 degrés, c'est-à-dire de A à Z, vraiment la situation de la victime. Et pour cette partie, je vais passer donc la parole également à Nora Orad, qui va vous détailler la suite. Alors, on va vous afficher la bonne slide. Voilà, en termes de droits dérivés et en termes d'accompagnement sociaux. Donc, au niveau des droits et aides accessoires au RSA, on vous précise que donc la notification d'ouverture de droits transmise au bénéficiaire lui permet de solliciter le bénéfice de droits et aides accessoires au RSA. Et par contre, le bénéfice est laissé à l'appréciation des institutions et organismes qui l'attribuent. Et concernant l'AVVC, cette dernière ne donne pas accès aux droits dérivés CAF. Par contre, la personne qui bénéficie de l'AVVC, si elle rentre dans les critères d'attribution d'une prestation sociale légale quelle qu'elle soit, c'est pas le titre et l'aide AVVC qui lui permet cet accès à la prestation, hein. C'est sa situation et sa situation au regard des critères des prestations. En termes d'accompagnement social, socio-professionnel, donc par le conseil départemental, je vais du coup passer la parole à Marie-Christine Grain, qui va vous expliquer comment on va s'organiser entre les services de la CAF et les services alors, du conseil départemental, mais en réalité de tous les intervenants sociaux. Et vous êtes un certain nombre autour de la table virtuelle à nous écouter. Donc, je laisse Marie-Christine Grain. Voilà, merci. Voilà, donc je reprends la parole pour expliquer un petit peu comment on a pu imaginer avec les collègues de la CAF dérouler cet accompagnement que la loi a prévu pour les personnes qui en font la demande express, en tout cas en ce qui nous concerne, conseil départemental, puisque la demande ne peut nous être transmise qu'avec l'accord du demandeur. Cet accompagnement, la loi stipule qu'il ressemble fortement à l'accompagnement socio-pro que le département diligente auprès des bénéficiaires du RSA. Plus largement, ça signifie effectivement que toute personne qui donc a accepté et a demandé à ce que nous puissions lui diligenter un accompagnement pourra se voir ouvrir toutes les possibilités que nous avons, sachant qu'il s'agit là concernant les droits et aides accessoires pour nous, conseil départemental, il s'agit de notre politique d'insertion et notre politique d'insertion est déjà ouverte. Elle s'adresse principalement aux bénéficiaires du RSA, mais principalement. Et il est toujours possible de pouvoir faire bénéficier des personnes qui en auraient besoin de cet accompagnement. Très pratico-pratique, il s'agit pour nous de pouvoir repérer les dossiers et de permettre de diligenter un accompagnement qui ne devienne pas une source de contacts supplémentaires, de liens supplémentaires, un peu envahissants pour les personnes en situation de violence conjugale qui sont déjà très, très envahies par leurs problématiques. Donc ce que nous avons imaginé avec les collègues de la caisse d'allocation, c'est que déjà nous ne sommes destinataires que des dossiers sur lesquels les collègues de la CAF n'ont pas à intervenir ou ne connaissent pas déjà. Il ne s'agit pas de multiplier, de superposer des accompagnements, ce qui aurait un effet tout à fait délétère, mais plutôt de faire en sorte que ce soit l'accompagnement le plus adapté à la problématique. Donc lorsque nous réceptionnons les dossiers, nous au conseil départemental, je pense que vous devez connaître les organisations. Dans le document qui vous sera joint, vous aurez une carte qui reprend notre découpage en 5 territoires, chaque territoire ayant CMDS, donc nous avons beaucoup de lieux d'accueil. Il est évident, petit aparté, il est évident que concernant la constitution de l'aide, la réception des publics chez nous, les heures d'ouverture, etc. Et le fait que nous adressions à tout public fait que toute personne peut se présenter et dans nos organisations, le terme violence conjugale, l'argument violence conjugale prononcé auprès de nos collègues assistantes administratives d'accueil déclenche tout de suite un entretien social avec une collègue travailleur social qui est en accompagnement d'urgence. Donc,
si la personne est connue de nos services déjà, voilà, on va aller, si elle n'est pas connue, je vais me regrouper. Si, elle se présente à l'accueil et qu'elle n'est pas connue déjà, il y a une collègue qui va évaluer quel est, l'accompagnement qui sera le plus adapté en fonction de la problématique, et qui va, pouvoir, se retourner peut-être vers un partenaire si, via nos logiciels métiers, nous voyons que cette personne est déjà connue d'un partenaire. Toujours dans le même esprit de ne pas superposer les accompagnements. Mais le principe, c'est que effectivement, pour les dossiers qui nous arrivent et nous, à la cohésion sociale, nous regardons via les logiciels métiers si ce dossier est connu ou pas. S'il est connu, nous allons, chercher quel est le partenaire. Nous allons essayer de nous mettre en lien pour pouvoir, voir comment reprendre lien, parce que le partenaire a connaissance ou pas, c'est lui qui a orienté ou pas la personne vers la demande d'aide. On va regarder un peu tout ça, toujours dans le même esprit de ne pas superposer les démarches et d'être le plus, bienveillant possible, ne serait-ce que dans la masse, des, démarches administratives auxquelles une personne en situation de violence conjugale peut avoir affaire. Si, la personne n'est pas connue, là, on resserre un petit peu, on va se mettre, nous, à la cohésion sociale, en lien avec le responsable de la MDS concerné par le lieu d'habitation et là, voir sous quelle forme et sous quelle modalité nous allons prendre langue avec la victime ou le demandeur pour pouvoir voir de quoi il aurait besoin et l'orienter en suivant un petit peu, et en introduisant la demande auprès du partenaire le plus adapté. C'est vrai qu'on dispose de collègues, dans les, MDS, les territoires et les MDS sur tous les volets, hein, de l'accompagnement, que ce soit social avec différentes spécificités professionnelles. Le cas échéant auprès aussi, suivant les problématiques de nos collègues ou, de la protection maternelle et infantile en cas de présence d'enfants en bas âge ou, de, l'autonomie si un problème, d'accès, enfin d'autonomie ou de perte d'autonomie devait se poser et aussi si, par exemple, la personne est relativement âgée puisque malheureusement, ça n'épargne pas cette problématique n'épargne pas les personnes âgées. Donc voilà ce qui concerne nos modalités, d'accompagnement. Je pense que là, je vais passer, le voilà, bah, je vais passer la parole. Alors, nous allons passer la parole à Madame Bronchard, hein, qui est déléguée aux droits des femmes pour pouvoir justement présenter la préfiguration du PAC Nouveau Départ. Bonjour, je me présente, donc Christelle Bronchard, je suis la nouvelle déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité. Je profite de cette prise de parole pour remercier l'ACAF et le conseil départemental pour leur forte mobilisation et contribution sur la réalisation de ce webinaire. Effectivement, l'aide d'urgence aux victimes de violences conjugales est une des aides qui va être mise en avant sur le PAC Nouveau Départ. Alors peut-être que vous avez entendu déjà parler dans les médias. Ce PAC Nouveau Départ a été annoncé par notre ancienne première ministre Elisabeth Borne en septembre 2022. Et il s'agissait d'expérimenter un nouveau dispositif d'appui d'aide aux victimes afin d'assurer une sortie durable du cycle des violences. Ce PAC Nouveau Départ doit d'abord permettre aux femmes et aux hommes aussi, hein, une sortie rapide et définitive des situations de violence. Bah, vous n'êtes pas sans savoir, si vous œuvrez auprès des victimes, que nous constatons de nombreux allers-retours au domicile, ce qu'on appelle les retours à domicile. Selon les études, elles sont entre 6 et 8, ces tentatives d'essai. Il faut pour ça faciliter une prise en charge adaptée et coordonnée autour de ces victimes, et c'est ça l'ambition du PAC Nouveau Départ. Nouveauté qui a été soutenue par ce dispositif, c'est qu'il n'y a aucun critère d'entrée. Nous organiserons avec nos partenaires un parcours coordonné, certainement sous l'égide et le pilotage de la CAF. Et l'objectif de ce PAC Nouveau Départ sur le département de l'Oise sera effectivement une coordination et une animation renforcée des acteurs.
Ce pacte Nouveau Départ a été lancé sur une phase d'expérimentation en 2023 sur le département du Val d'Oise, département voisin de l'Oise. Il est actuellement mis en expérimentation sur 5 autres départements en 2024 et pour 2025, il sera étendu à l'ensemble du territoire français. Et donc, nous devons ensemble préparer cette mise en œuvre et ce déploiement opérationnel. Il y aura une équipe cœur qui sera autour de la CAF, de la DDFE, donc de la préfecture, du service de la MSA et du conseil départemental. On a déjà préfiguré, grâce à l'expérimentation sur le Val d'Oise, un schéma opérationnel de déploiement de ce pacte Nouveau Départ. Ce qu'on peut en retenir, c'est qu'il s'agira de voir sur l'ensemble du territoire de l'Oise des tiers détecteurs. Ça peut être les maisons France Service, ça peut être des associations qui œuvrent au plus près des publics, des référents potentiels qui fourniront un certain nombre d'offres, notamment les centres d'hébergement, les centres sociaux, par exemple aussi, qui pourraient être des référents potentiels. Ensuite, nous formaliserons le rôle et le fonctionnement du coordonnateur qui sera certainement la CAF et la MSA. Ensuite, il y aura une processisation du pacte Nouveau Départ sur l'ensemble des opérateurs. On formalisera ensemble des engagements et ensuite on fera un épisode de comitologie. Je vous présente ça très rapidement. Il faut effectivement s'acculturer à ce pacte Nouveau Départ. On fera une présentation ultérieure dans les semaines à venir sur ce pack, ce qu'il contient, toutes les questions qui peuvent se poser autour de ça. Au terme de l'évaluation aussi de la première mise en œuvre de l'aide d'urgence qui va certainement soulever auprès de vous tous et auprès des partenaires des questions, des problématiques, des freins à identifier en commun pour commencer effectivement à travailler de manière plus opérationnelle sur ce déploiement. J'en profite pour vous dire que je me tiens, grâce au relais de la CAF, à votre disposition sur les questions qui peuvent être posées justement autour des victimes de violences conjugales et qui ne feraient pas partie de cette aide d'urgence et sur lequel vous auriez besoin effectivement de nous alerter. Je suis aussi attentive à l'ensemble des pratiques innovantes que vous pourriez avoir sur vos territoires pour justement amener cette information de l'existence de cette aide au plus près des publics potentiellement bénéficiaires. Merci beaucoup. Alors, nous arrivons au terme de ce webinaire. Donc, j'espère vraiment qu'il aura pu répondre à l'essentiel des questions que vous vous posez. Et si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez surtout pas à nous adresser vos questions. Alors, à l'adresse d'inscription du webinaire que je vais rappeler, donc c'est CAF 60-6 BP-6 webinaire au pluriel. En fait, c'est l'adresse d'inscription au webinaire et c'est également dans la conversation team de cette réunion que nous allons déposer le PowerPoint de présentation avec tous les détails pour que vous puissiez vous y référer. En tout cas, j'espère vraiment que cette présentation vous a permis d'avoir plus de renseignements, de répondre à vos interrogations, de façon à propager en tout cas la connaissance de ce dispositif le plus largement possible sur le territoire et puis faire en sorte que le plus large nombre possible de personnes potentiellement éligibles puissent en bénéficier sur cette problématique qui est cruciale. En tout cas, on l'a vu au regard des chiffres cités par M. Barrière en introduction. À titre complémentaire, et ce sera le mot de la fin, toutes ces questions feront l'objet de réponses dans les 48 heures. On y tient particulièrement. Et la CAF centralisera les questions qui s'adressent bien sûr à la CAF, bien entendu, mais aussi au conseil départemental et puis également à la préfecture, enfin à Madame Bronchard plus précisément. Donc on centralisera la réponse et on constituera également une foire aux questions qui sera pour mémoire disponible à l'ensemble de nos auditeurs aujourd'hui. Donc vraiment merci d'avoir été aussi nombreux à vous être inscrits et je vous propose donc de clôturer la présentation à moins que on réponde à quelques questions directement. Alors je me tourne du coup vers nos modératrices.
Est-ce qu'une question plus particulièrement a retenu votre attention ou... Voilà, si vous souhaitez la poser en direct, bien entendu, n'hésitez pas à lever la main. On va peut-être procéder plutôt comme ça. Alors pour l'instant, je ne vois rien venir. C'est toujours le premier qui doit se lancer, hein. Bon, bah écoutez. Ah, si, une question. Alors, monsieur ou madame, je vous écoute. Alors, il faut activer le micro. Oui, alors il va falloir par contre, pour la personne qui pose la question, activer son micro parce que pour l'instant, nous ne vous entendons pas. Alors, Madison, j'ai monsieur ou madame qui pose la question. Alors, on ne vous entend toujours pas. Ah, bon, bah écoutez, si d'autres questions venaient à être posées, surtout n'hésitez pas et nous allons y répondre, comme je vous le disais, sous les 48 heures. Ah, nouvelle. Donc, une personne qui s'appelle Élise. Je vous écoute, madame. Alors, Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Merci. Donc, j'ai déjà quelqu'un qui m'a répondu sur la tranche de questions-réponses. Sur le chat. On parlait du logiciel référent à un moment donné, sur lequel les référents sociaux peuvent se signaler. Et apparemment, ça ne concerne que le conseil départemental et pas les référents hébergement, par exemple, sur des CHRS. Oui, tout à fait. Voilà, madame Et, qui est à ma droite me le confirme. voilà, et je voulais savoir si à un moment ou à un autre, ça allait être ouvert effectivement aux référents. Nous, on a des familles vraiment en référence qu'on suit au jour le jour. Et comment se signaler auprès des autres services en disant on est là. Alors, madame Grain va assurer la réponse à la question. Elle me faisait signe que non. Malheureusement, ça ne sera pas ouvert à l'extérieur. Je vais lui passer la parole tout de suite. Merci. Oui, donc voilà, on va partager l'écran, c'est plus simple. Voilà, donc effectivement, nos logiciels métiers sont des outils internes qui ne sont uniquement accessibles qu'aux agents du conseil départemental et encore, suivant les modules, pas à tous les agents de toutes les directions tout le temps. Donc, en cas de, voilà, je vous conseillerais volontiers, moi, plutôt de vous tourner vers la MDS de référence de l'usager en fonction de son adresse. Vous verrez dans le PowerPoint qu'il y a une carte rapide qui vous donne à voir le découpage territorial du service social départemental. Mais le cas échéant, je pense que mes coordonnées seront indiquées dans le PowerPoint. Vous pourrez toujours me contacter par mail et je pourrais vous dire quelle est la MDS de référence qui pourra peut-être travailler avec vous autour de la situation concernée. Voilà ce que je peux vous répondre. D'accord, je vous remercie. Je vous en prie. Est-ce qu'une autre question veut être posée directement? Enfin, quelqu'un aurait-il une autre question? Alors, je ne vois pas de main qui se lève, donc bon, bah écoutez, n'hésitez pas en tout cas à renouveler vos questions, vos interrogations. Nous y répondrons en tout cas dans les 48 heures en les centralisant. Et je vous propose par conséquent de clôturer ce webinaire. Donc pour rappel, le PowerPoint sera mis à disposition dans la conversation Teams, hein, donc vraiment pour que vous puissiez vous y référer autant que possible. Et on espère encore une fois que ce webinaire vous aura apporté tous les éléments, en tout cas utiles, à votre quotidien et en tout cas qui pourra vous permettre de répondre aux questions auxquelles aussi vous êtes confrontés dans vos missions respectives. Eh bien, écoutez, sur ces derniers mots, je vous souhaite une très belle... Merci beaucoup pour les appréciations positives. Une très belle après-midi et sans doute à très bientôt.